Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau tête-à-tête. En 2012, tout allait bien pour la gauche qui prenait le pouvoir. Et puis, 5 ans plus tard, le mariage tourne au vinaigre. 49-3, les frondeurs et puis l'abandon du président de la République. Deux gauches irréconciliables. Et dans cette tempête, un homme continue à tracer sa route pour l'élection 2017. Cet homme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Nous allons interviewer l'un de ses soutiens, Clémentine Autain, dans un bar à Sevran. Tête-à-tête. C'est parti. Eh bien, bonjour Madame Autain. Bonjour. Je sais que mes confrères vous posent souvent la question en ce moment de pourquoi vous n'êtes pas rallié à Benoît Hamon. En soi, ça fait longtemps que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a débuté, donc je comprends ce côté légitime. Mais même s'il y avait eu ce rassemblement, vous n'étiez même pas sûr de passer au deuxième tour, non ? Qu'est-ce qui se passe avec l'électorat de gauche ? D'abord, s'il s'agit de ralliement, je pense que personne n'est candidat à une logique de ralliement, mais plutôt de construction d'un rassemblement pour une majorité de gauche qui mène une politique très différente, totalement différente de celle qui a échoué pendant 5 ans et qui nous amène dans le désastre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui parce que la pseudo-gauche au pouvoir a désespéré le monde populaire et a désorienté à gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent plus ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite. Forcément, s'il y a un gouvernement qui, au nom de la gauche, mène une politique de droite, vous voyez, c'est le bazar. Donc, la situation dans laquelle nous trouvons, c'est que le Front de gauche, dont le candidat était Jean-Luc Mélenchon en 2012, a lui tenu son fil pendant 5 ans. En disant quoi ? En disant il faut arrêter avec les lois qui fragilisent le code du travail, il faut arrêter avec les politiques d'austérité, il faut réorienter la politique européenne, il faut des politiques offensives pour lutter contre toutes les discriminations. Bon, je ne vais pas faire l'ensemble du programme, mais on a une ligne de conduite qui est forte. Benoît Hamon a gagné la primaire de la belle Alliance populaire et moi je vous le dis franchement, c'est une bonne nouvelle pour la gauche. Ça veut dire qu'une partie du peuple de gauche s'est déplacée pour dire non à cette orientation gouvernementale. Partant de là, il se trouve que le calendrier était celui choisi par François Hollande et donc très tardif. C'est-à-dire que quand Benoît Hamon est désigné, on est à quelques semaines du dépôt des candidatures. En fait. Donc ça rend la chose très difficile pour trouver des compromis entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous me dites pourquoi nous, on ne s'est pas ralliés à Benoît Hamon, mais pourquoi Benoît Hamon ne se rallierait-il pas à Jean-Luc Mélenchon ? Et donc vous voyez bien que pour désigner le candidat qui porterait les couleurs de ce rassemblement, il aurait fallu un processus démocratique, mais on n'est pas là dans les clous. Donc je sais que ça désespère à gauche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici à Sevran, Villepinte et Tremblay, on en parle très souvent, qui disent voilà, on aurait besoin d'une candidature unique pour porter l'espoir à gauche. Donc c'est dommage cette temporalité et cette incapacité aujourd'hui d'un rassemblement plus large, mais en même temps, je pense que pour l'avenir, une grande recomposition va avoir lieu, je le crois profondément, et donc la victoire de Benoît Hamon sera un point d'appui, et j'espère que dans ce cadre, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui a pour lui la cohérence politique dans la durée, eh bien, fera le meilleur score possible, parce que c'est le moyen, à mon avis, pour essayer d'inventer cette gauche nouvelle dont la France a besoin. Pourtant, on vous pose à chaque fois la question, et même si on rassemblait, là avec les sondages, le pourcentage pour Benoît Hamon et celui pour Jean-Luc Mélenchon, c'est encore difficile pour passer ce premier tour. Où il est passé cet électorat ? C'est la question. Difficile d'abord de faire de la politique fiction, et puis la politique, vous savez, c'est pas des mathématiques. 1 plus 1, ça peut faire moins 1, ou ça peut faire 4. C'est une affaire de dynamique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit les rassemblements sur une ligne politique qui est capable, parce que gagner pour gagner, c'est gagner pour faire quoi aussi, hein ? Oui, et en 2012, vous avez beaucoup de personnes qui ont voté pour François Hollande en espérant un changement, en espérant qu'il allait négocier avec Merkel sérieusement, en espérant qu'il s'attaque au pouvoir de la finance sur nos vies. Et on s'est retrouvé avec le CICE, des milliards donnés aux grandes entreprises, une capitulation à l'échelle européenne, des politiques comme la loi El Khomri qui ont détricoté le droit du travail. Donc c'est très concret cette affaire-là. Donc ce qu'il faut, c'est rassembler, mais rassembler sur un cap politique qui soit réellement différent de ce qui a été fait depuis 5 ans. J'ai une dernière question par rapport à ça. Il y a beaucoup de cet électorat, en tout cas
les ouvriers, on peut les prendre en exemple, une partie qui s'est détournée vers Marine Le Pen. On a l'impression que ce que vous deviez récupérer est parti chez Marine Le Pen. On ne vous écoute plus ou est-ce que c'est inaudible de toutes ces différentes gauches? Je pense que ce qui dessert la gauche et qui déçoit dans l'électorat populaire, c'est cette impression que quand la gauche gouverne, elle n'améliore pas les conditions de vie des ouvriers et des employés, qui devrait être le cœur de l'électorat de la gauche. Moi, je le dis très franchement, ça devrait être le cœur de l'électorat de la gauche. Et les thèmes imposés par le Front National depuis des années, qui ne visent pas à rassembler le peuple, à rassembler ceux qui souffrent des politiques d'austérité, des politiques libérales sur le plan économique, pour inventer une nouvelle société, eh bien, le Front National a finalement divisé ce peuple-là en expliquant aux ouvriers et aux employés que leur ennemi, c'était celui qui est différent, l'étranger, le noir, l'arabe, le musulman. Bon. Pourtant, ils vont là-bas tous. Bon. Et je pense que l'idéologie du Front National, elle divise le peuple. Donc c'est assez dramatique et c'est à nous d'expliquer d'abord le caractère déplorable du racisme contenu dans le projet politique de Marine Le Pen, mais aussi de donner de l'espérance dans la possibilité d'un gouvernement de gauche d'améliorer les conditions de vie du grand nombre, de lutter contre les inégalités sociales et territoriales, d'être là aussi pour que ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, j'aime pas tellement ce terme, mais en fait c'est quand même la réalité. C'est juste le fait que une fois qu'on a payé son logement et qu'on a mangé à sa faim, qu'est-ce qui nous reste, quoi? Voilà. Comment on boucle les fins de mois? Et ça, c'est une vraie question. Et il se trouve que depuis 5 ans, le gouvernement dit de gauche n'a pas répondu à cette question-là et au contraire a rendu plus fragile, plus difficile la vie du grand nombre. On passe à l'Europe. Jean-Luc Mélenchon a un plan A et un plan B. Le plan A, c'est renégocier les traités, c'est ce qu'il souhaiterait faire. S'il réussit, on arrive à quel type d'Europe? L'Europe des peuples ou l'Europe des nations? Vous vous placez où exactement? L'Europe des peuples. Le plus important, c'est d'arrêter de mettre en concurrence les salariés notamment et les citoyennes et citoyens de chaque pays européen. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle le dumping social et fiscal qui fait que on tire vers le bas sans arrêt les droits, les salaires des uns et des autres. Donc il faut une Europe qui protège, une Europe qui partage les richesses, une Europe qui arrête d'être aux ordres du monde de la finance et qui se mettrait au service des peuples et de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle fonctionne à partir de la diplomatie entre les États et non pas à partir de décisions clairement décidées par les peuples qui donneraient pleinement leur avis sur les orientations qui sont prises à l'échelle européenne. Donc c'est cette Europe-là que nous voulons. On fait un gouvernement européen? Oui, mais ce qui compte déjà, c'est les choix politiques et cette volonté de réorienter le cours de l'Europe. L'Europe, elle a mal démarré. Au démarrage, elle a voulu faire un grand marché. Sans les peuples et d'abord se situer sur le terrain d'un grand marché économique. Puis on a fait l'euro, mais sans, là aussi, se donner des outils pour permettre cette justice sociale et fiscale d'exister. Donc il faut mener un rapport de force avec les peuples pour réorienter cette politique européenne. Et l'histoire du plan A et du plan B, elle s'inscrit dans cette logique-là. C'est-à-dire de dire, au fond, on ne peut pas simplement se soumettre et finalement ne pas mener le rapport de force. Et la France, qui n'est pas la Grèce en termes de poids économique, de poids politique, si elle tapait du poing sur la table, je pense qu'elle aurait davantage de poids pour cette réorientation. En trouvant des partenaires, pas seul, mais en trouvant des partenaires, notamment dans le sud de l'Europe, je pense qu'il y a matière à réorienter. Ou encore avec l'Italie. Mais ensuite, on fait quoi? Est-ce qu'on fait un gouvernement? Parce que cette Europe, effectivement, elle n'a pas de moteur. On fait un gouvernement pour ensuite prendre les décisions ensemble ou c'est juste des échanges entre grands présidents? Non, moi je pense qu'il faut plutôt avancer vers une idée de gouvernement, d'instance qui est démocratique et pas simplement de la diplomatie entre les États. Mais encore une fois, pour arriver à imaginer cet outil démocratique, quelle qu'en soit la forme, il faut d'abord penser une Europe pour quoi faire? À quoi ça sert d'être ensemble? Et si être ensemble ne sert pas la justice sociale, ne sert pas l'égalité, ne sert pas la paix, alors les gens se disent mais cette Europe ne sert à rien et on va tous se recroqueviller sur la nation, et quelle que soit l'échelle de la ville à l'échelon européen et à l'échelle mondiale, au fond, ce qui compte, c'est pourquoi faire. Pourquoi faire et quelle politique on mène. Alors, mais s'il y a ce gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette force, est-ce qu'on a cette idée européenne? Est-ce que les peuples
ont cette idée de l'Europe tous ensemble. Est-ce que les gens vont pas se dire s'il y a ce... Je suis en train de vous dire que le problème majeur, c'est pas d'imaginer à l'instant T la forme de l'instance, c'est de lui donner du sens, et dès lors qu'elle aura du sens et qu'on se donne d'outils qui permettent une appropriation populaire, c'est-à-dire qui permettent que des citoyennes et des citoyens donnent leur avis sur cette orientation européenne, alors ça va fonctionner. Mais d'abord, redonnons du sens à l'idée européenne. Et la France perd pas un peu sa souveraineté en faisant ce grand gouvernement au-dessus, ça donne pas les États-Unis. Moi, je vais vous dire, mon avis, oui. C'est la souveraineté populaire qui compte. Oui. Quelle que soit l'échelle d'une ville, l'échelle de l'Europe, l'échelle de la France, c'est la souveraineté populaire. Donc, et c'est qu'est-ce qu'on en fait, au service de quel projet politique. S'il s'agit de partage des richesses, s'il s'agit de démocratiser le pouvoir, etc., alors, à tous les échelons, ça doit fonctionner. Et c'est ça que nous voulons. Et je pense que l'échelle européenne doit être sauvée parce que je ne crois pas que le repli, dans un cadre de mondialisation néolibérale, soit une bonne affaire pour les Français comme pour les Italiens, les Espagnols. Bon. Donc, il faut avancer dans ce sens et mener le rapport de force. Donc c'est grâce à cette renégociation qu'on va donner confiance au peuple français, prenons cet exemple-là, d'aller vers plus d'Europe. Oui. C'est plus d'Europe en plus. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une aspiration à moins d'Europe, c'est que les Français en particulier, d'abord ils ont voté non au traité européen la dernière fois et les gouvernements se sont assis dessus, Nicolas Sarkozy puis François Hollande, ce qui est quand même assez dramatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui demande la parole au peuple français, qu'il se prononce, la feuille de route n'est pas tenue. Donc je comprends qu'il y ait de la colère dans notre pays à l'égard de cette Europe qui se construit contre nous. Et donc il faut retrouver un lien de confiance. Et pour retrouver un lien de confiance, il faut que l'Europe serve à quelque chose de positif pour le grand nombre. Selon le site des surligneurs avec qui on travaille, il y a eu une demande en fait de Jean-Luc Mélenchon sur la discipline de vote des députés de la France Insoumise. En gros, le suivre dans son projet à partir du moment où il serait élu. Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Alors, d'abord, c'est la France Insoumise qui a édicté à ce jour cette charte, qui n'engage pas directement, par exemple, le Parti communiste français ou le mouvement politique dont je suis issu, qui est ensemble. Bon, ça, c'est la première chose. Après, il y a une appréciation sur cette discipline de vote. Qu'est-ce que c'est exactement que cette discipline de vote ? Quand on est élu député, on est élu au scrutin uninominal, ce que personnellement je regrette. Je pense qu'on devrait introduire la proportionnelle en France qui permettrait davantage d'équation entre les idées exprimées par les citoyens au moment des élections législatives et la réalité de l'Assemblée nationale. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une prime majoritaire, il y a des choses qui contrarient finalement une juste représentation des différentes idées en présence au Parlement français. Donc il faut avancer là-dessus. Après, quand on est dans ce scrutin uninominal, on a d'abord un devoir de représenter le territoire. Avant le parti. D'abord le territoire, puis ensuite c'est un vote en conscience des députés. Oui. Imaginez par exemple les frondeurs. S'il y avait eu cette charte, ce qu'on a appelé les frondeurs au Parti socialiste, ils auraient dû voter toute une série de textes au nom de la discipline, ou est-ce qu'ils ont bien fait de s'opposer à des textes ? Donc c'est assez compliqué. En même temps, ce que Jean-Luc Mélenchon a aussi voulu dire, et que moi j'entends par cette idée de discipline de vote, c'est qu'il y a besoin de cohérence politique dans un groupe, dans une formation, et donc dans le vote des élus. C'est-à-dire qu'il y a aussi une adéquation entre un groupe politique à l'Assemblée nationale et ce que des militants, des sympathisants exprimeraient dans des votes à l'intérieur des formations politiques. Donc vous voyez, il y a différentes légitimités et il faut arriver à bien les articuler. C'est vraiment son âme et conscience, parce que cette charte en soi n'a pas de valeur juridique. Non, elle n'a pas de valeur juridique, mais il y a une sorte d'engagement moral aussi. L'engagement moral d'un député, il est vis-à-vis des citoyennes et citoyens qui l'ont élu sur son territoire, et aussi vis-à-vis de la formation politique, de la famille politique à laquelle ce député appartient, et de faire aussi attention à ce qu'il n'y ait pas une dissociation entre les deux, qu'on retrouve de la cohérence générale, et ça c'est juste comme idée. Pourtant il y en a certains déjà qui ne veulent pas véritablement la signer, cette charte. Ça commence à les gêner en termes d'éthique.
En termes d'éthique, oui, aussi, quand on vient d'un parti qui a été critiqué, et pour le coup, à juste titre, pour son centralisme démocratique, vous voyez, c'est à quoi je fais allusion. Oui. Bon, c'est vrai que là, la réintroduction de cette idée qu'il faudrait... Ça fait un peu bizarre. Et forcément, elle chiffonne et on le comprend. Mais il y a différentes préoccupations, et moi, je pense qu'il faut les entendre toutes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois respecter le suffrage qui implique cette fidélité au territoire, aux citoyens de son territoire, et en même temps tenir compte, évidemment, des orientations politiques qui sont décidées dans des familles politiques par des militants et qui a aussi une légitimité démocratique. Et par ailleurs, la cohérence entre ce que dirait notre candidat à la présidentielle, ce que voteront ensuite les députés, tout ça doit se faire dans la meilleure harmonie possible. Dans un moment, et je le dis aussi, dans un moment qui est un moment de recomposition politique, donc un moment où peut-être il y a certains repères, on est en train de redéfinir des choses, et donc ça nécessite à la fois d'aller vers cette cohérence nouvelle et en même temps d'accepter que tout ne soit pas parfaitement encore carré, quoi. C'est sûr, donc de la discussion, parce que ça peut faire peur aux gens, on vote pour quelqu'un et puis ensuite cette personne donne tout pour Jean-Luc Mélenchon. Des fois, la population n'est pas en adéquation avec ce que pourrait dire le futur président. Oui, mais encore une fois, il faut tenir les deux bouts, quoi. En même temps, on ne peut pas dire on est dans une formation politique, on a un leader qui a une orientation. Donc, bon, pour ce qui est de l'orientation générale, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais qu'après, sur tel et tel vote précis, sur des mesures législatives précises, je pense qu'un député, évidemment, ou une députée, vote en conscience et aussi en relation avec les personnes qui l'ont élu. Ce qui me paraît assez logique, en fait. Merci, Madame Autain. Merci de nous avoir suivis pour ce tête-à-tête. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur Twitter ou encore sur YouTube. Un grand remerciement à Planète 360 et aux surligneurs. Et nous, on se retrouve très prochainement. Bonne soirée. Always close your eyes now. So how can you tell this out to me? I know you never feel the same feeling. I'm full, you're feeling